il s'agit. Quand nous parlons d'engagement politique, de quelle jeunesse parlons-nous? Alors, je vais leur donner à tour des rôles 15 minutes de réflexion d'abord, et après quoi, nous aurons plutôt pas de 15 minutes, plutôt 10 minutes chacun pour juste partager leurs idées d'ordre général autour de cette problématique. Et après quoi, nous allons ouvrir l'espace pour un débat ouvert où chacun de nous dans la salle aussi pourra contribuer. Alors, je vais commencer avec la personne qui a été la plus ponctuelle, en, en la personne de Paco Bagula. Donc, Paco, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je voulais juste remettre le micro à toi pour ton allocution. Après, nous allons passer à Mariette Mocha, puis à Dirk, et ensuite à notre ami Moïse qui va se joindre à nous d'ici peu. À toi la parole, Paco. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté l'invite. Bonjour Thierry, bonjour Christian, pardon, et bonjour à tous les amis. Et désolé, j'ai une connexion qui n'est pas assez stable. J'aurais dû passer en vidéo, mais je pense que je vais essayer d'y aller en audio. Enfin, la question, elle est capitale. Comme tu l'as bien circonscrit, nous n'allons pas naviguer sur une discussion partisane, mais sur une question existentielle, pratiquement pour la jeunesse, une question importante pour la jeunesse. Peut-être pour contextualiser, comme tu l'as dit, elle vient d'une discussion qu'on a eue ensemble, et bien évidemment avec Madame Mariette qui est avec nous. Et la question, c'est poser des vraies questions sur qui est jeune finalement, et de quelle jeunesse nous parlons, et finalement, euh, quel engagement pour quelle jeunesse. Moi, je pense que, désolé de rentrer deux fois sur la question, mais moi, je pense que la première question la première introduction qui vient, c'est plus ou moins de clarifier les notions parce que j'estime qu'il y a une grande nuance entre engagement, s'engager politiquement, et être actif politiquement. Et moi, je pense que ça, c'est la base sur laquelle moi, personnellement, mon intervention, j'ai voulu l'axer sur cette nuance. Euh, enfin, je tiens ça enfin, en RDC, hein, la plupart des fois en général, nous avons tendance à confondre ces deux notions, faire de la politique et être engagé politiquement. Pour moi, je pense que faire de la politique de manière très simple et très claire, pour moi, c'est agir dans une institution, c'est être représentant, être représenté l'État. C'est notamment être un député, se faire voter député, se faire voter maire de la ville, ministre, ou influencer exactement les lois dans le système politique. Moi, je pense de manière très, très simple. C'est de cette manière que moi, je le comprends. Encore une fois, ça reste vraiment des notions assez personnelles. Le- on peut en discuter, on peut le critiquer, mais aussi, de l'autre côté, je trouve que l'engagement politique, c'est cette dynamique, cette manière de, d'agir en défendant des idées, en défendant des causes, euh, mais sans être officiel. Et la plupart des fois, moi j'ai senti même au sein de certains cercles de jeunes avec qui j'ai eu à avoir des discussions, c'est de savoir quelle nuance moi je porte personnellement sur un engagement et faire de la politique. Moi, je me dis, être engagé politiquement, c'est comme on l'a dit, c'est défendre certaines idées. Ça peut être sur le plan très basique sur des questions de tous les jours, mais sans nécessairement s'engager officiellement. Je pense que cette astuce, pour moi, c'est fait d'un geste de main. C'est-à-dire, pour moi, la politique, enfin, faire de la politique, c'est la main qui va vers le haut et vers l'institution. Être engagé politiquement, ça vient un peu plus ou moins du bas. Et je me dis que c'est une nuance de taille de comprendre déjà que tout le monde ne fera pas de la politique. Ce qui est sûr, tout le monde ne fera pas de la politique, mais tout le monde peut être engagé politiquement. Et déjà comprendre ces nuances au bas de l'étage, moi je pense que c'est quelque chose de très important. Et faire une confusion entre ces deux nuances peut porter à une confusion dans la manière de faire des choses. Ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle je pense qu'on va y revenir avec Mariette. On a beaucoup discuté sur ça. Et le constat, par contre, en RDC sur la situation, c'est cette jeunesse, comme on parle de la jeunesse, c'est cette jeunesse qui n'a pas été préparée. Moi, je pense que le grand problème, c'est la préparation.
Nous sommes une jeune démocratie, comme je le disais tantôt avec M. Moïse. Une jeune démocratie, c'est-à-dire nous apprenons. Nous apprenons tous les jours, nous apprenons de nous-mêmes, nous apprenons des outils de la démocratie, nous avons appris des élections, nous avons appris de l'alternance, nous apprenons de tout ça. Et moi, je pense que le jeune Congolais qui s'est engagé en politique s'est engagé à un moment où il a été en train d'apprendre également les notions politiques et d'engagement politique. C'est entre autres tous ces processus aujourd'hui, quand même, on salue beaucoup de jeunes, il y a plusieurs jeunes qui se sont engagés d'une manière et d'autres qui sont actifs. Euh, je, Je pense que nous avons perdu notre ami Pacom pour un instant, mais je suis sûr qu'il va se joindre à nous d'un moment à l'autre. Pacom, vous nous captez toujours? J'ai l'impression que ça doit être un souci de connexion, mais je pense allô, qu'il vous sera m'entendez? là. Oui, Pacom, on vous capte. Allô, 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 Christian? Ok. Oui, Pacom. Voilà, je parlais du constat général, c'est vraiment cette minorité de jeunes qui sont engagés politiquement, enfin, qui sont actifs politiquement, je m'excuse, et d'autres jeunes, une grande masse aussi qui rentrent de manière active vraiment entre l'engagement et l'activité politique. Mais après, c'est tout ce qui va avec la préparation de la jeunesse, comme je le disais. Moi, je vois déjà d'un côté une clochardisation des jeunes parce qu'aujourd'hui, une grande partie de la jeunesse euh, est manipulée, clochardisée. Pourquoi? Parce qu'il y a une impréparation. C'est-à-dire, comme les notions de la démocratie nous sont tombées dessus, c'est des choses qu'on a appris. On a appris, vous pouvez vous rappeler des premiers parlementaires, des premières assemblées nationales, assemblées provinciales. Il y a tellement de difficultés, mais je pense que tout ça, ça prend du temps. Et je pense que de plus en plus, on est en train d'apprendre de nos erreurs, on est en train d'apprendre de nos essais-erreurs. Et cette jeunesse qui est en marge, euh, moi, je pense qu'elle a besoin d'avoir des repères en termes de compréhension globale de la machine politique, comment elle marche, et des outils de la politique. Et je pense qu'au-delà de ça, certains jeunes ont également intégré certaines institutions, comme je le disais. C'est un pas déjà, c'est quelque chose qui est déjà encouragé, mais ce n'est pas suffisant. Et vous remarquerez avec moi que, comme on le dit, les jeunes, à un moment, les jeunes deviennent des bourreaux pour d'autres jeunes. C'est-à-dire quand les jeunes s'engagent politiquement, il y a toujours d'autres jeunes qui rentrent dessus pour critiquer, pour jeter des cailloux sur le passé d'un jeune. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on est une jeune démocratie et parce qu'il y a cette impréparation. Mais ça ne signifie pas que quelqu'un qui n'a pas nécessairement suivi un cursus politique aiguisé ne peut pas faire une politique active de, convenablement. C'est-à-dire, il y a aussi cette partie où pas les institutions, mais les sociopolitiques en présence euh, n'aident pas non plus la plupart des jeunes à les préparer. Il y a une certaine impréparation, c'est-à-dire il y a toujours cette course vers les élections, qui est pratiquement qui est le combat de tout parti politique, c'est d'avoir accès au pouvoir. Mais après, est-ce que l'éducation politique suit? Ça, c'est une autre question. Est-ce que ces masses de jeunes qui sont derrière les partis, est-ce que ces jeunes sont préparés? Est-ce qu'ils sont instruits? Est-ce qu'il y a au-delà du combat d'avoir accès au pouvoir, aux institutions, est-ce qu'il y a vraiment une préparation de ces jeunes? Parce qu'on a deux blocs de jeunes. Ce sont ces jeunes qui ne veulent pas s'engager, enfin, qui ne veulent pas rentrer de manière active. Il y a d'autres jeunes qui entrent de manière active, mais il y a une impréparation. Et finalement, il y a ces jeunes qui rentrent de manière très passive et d'autres qui rentrent plutôt dans un engagement sans pour autant savoir qu'ils sont dans cet engagement. Et voilà, on tombe dans le piège de la cooptation, comme vous le savez, des jeunes qui sont choisis sur base de certains critères et critériums, euh, certains sur des compétences, d'autres pas nécessairement sur base de compétences. Mais après, c'est tout ça, ce qui divise, c'est après de savoir des jeunes qui ont des compétences, mais qui ne veulent pas embrasser cette voie, mais après qui critiquent des jeunes qui n'ont pas de compétences, qui sont cooptés. C'est vraiment un fourre-tout, c'est vraiment une grosse confusion. Et moi, je me dis, c'est là que doit intervenir vraiment des réelles actions et positions d'engagement. Parce qu'on doit se le rappeler démocratiquement, comme je le disais, nous sommes
très très jeune, hein, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, c'est vraiment ça notre jeune démocratie. On ne doit pas se leurrer, on ne doit pas se comparer à des démocraties qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans. On est une très jeune démocratie et moi je pense qu'on apprend par des essais-erreurs, mais finalement je pense que le socle et la plus grande apprentissage, ça passera par l'éducation et la formation. Euh, vous tiendrez avec moi que un peu partout au monde, il y a eu quand même de ces jeunes qui ont essayé des engagements politiques, que ce soit en Pologne, que ce soit aux États-Unis, et qui ont fini par transformer certaines dynamiques dans leur propre pays. Je pense, dans mon humble avis, on a beaucoup à apprendre des essais, des erreurs que tout le monde a fait, que ce soit ces personnes qui se sont engagées politiquement ou ce sont ces personnes qui sont entrées dans la politique active. Il y a des belles choses qui ont été faites. Il y a aussi des choses qui ne sont pas bonnes qui ont été faites. Et moi, je me dis de manière pratique. Peut-être je demanderai aussi à notre ami Pacom de déjà chuter parce que nous allons passer à notre panéliste dans 2 minutes. Pacom, merci beaucoup déjà pour ces idées assez Si, enrichissantes. Je voulais se demander si on peut déjà conclure pour passer à la deuxième panéliste. d'accord, je conclue rapidement. C'est vraiment pour les projections pour les années qui viennent. C'est de savoir si nous, jeunes, aujourd'hui, nous sommes acteurs du changement. Il faut un plan clair. Il faut des formations. Il faut une préparation au leadership. Que ce soit les politiciens actifs qui ont des partis politiques, que ce soit les jeunes qui veulent s'engager politiquement. Il faut une formation, une préparation au leadership. Il faut une éducation civique et morale. Pour moi, c'est la base. Il faut une formation patriotique parce qu'on ne peut pas s'engager politiquement, être politique actif sans avoir de soubassement solide en termes civiques, en termes moraux, en termes patriotiques. Et moi, je pense que ça demande une stratégie de mobilisation, des actions ciblées pour pousser beaucoup plus de jeunes à s'engager sur ces questions de manière très concrète. Et pour finir, je me dis, il n'y a pas de méthode qui puisse marcher plus que d'autres, mais seulement ça doit commencer ici et maintenant, parce que demain, ça sera trop tard. Voilà. Et moi, je pense que c'est comme ça que je chute en attendant passer la parole aux autres intervenants. Merci beaucoup, cher Pacom, pour cette présentation, ces réflexions que tu viens de partager qui sont vraiment assez riches et très pertinentes. J'ai retenu d'abord la nuance que tu as faite entre être engagé en politique et faire de la politique. Je pense que c'est une nuance de taille, comme tu l'as dit. Et tout ce que tu as réitéré, notamment le fait que notre pays en soi est une démocratie très naissante et qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Nous sommes en train d'apprendre en tant que jeunes comment participer en politique, pendant que la politique ou la démocratie en elle-même est en train de prendre forme dans notre pays. Donc, il y a certainement beaucoup d'essais-erreurs, mais que nous devons vraiment capitaliser des leçons apprises pour mieux s'engager politiquement. Alors, je vais passer directement la parole à notre collègue Mariette Mocha, qui se joint à nous depuis Nairobi. Merci, Mariette, d'avoir accepté cette invite et très content de pouvoir te revoir sur cette vitrine virtuelle après un si long moment déjà. D'accord, merci beaucoup, Christian. Merci à Pacom. Bonsoir à tout le monde. Euh, que dire après Pacom? Ouais, je vais, tout en étant d'accord avec Pacom, j'aime bien cette différenciation de définition avec laquelle il a commencé. Ça nous permet de bien comprendre. J'aime bien le fait qu'il a parlé de la situation actuelle. C'est vrai, nous avons d'une part des jeunes qui ont pris les risques, hein, j'appelle ça risque parce que nous savons tout ce qui va avec, de s'engager directement en politique. Et nous avons d'autres jeunes qui, jusque-là, bon, peut-être pas assez, font ce que PACOM appelle engagement politique. Parce que nous avons des jeunes dans des ONG, nous avons des jeunes qui ont des initiatives personnelles, des jeunes qui ont joint la société civile. Nous avons eu même les mouvements Lucha, nous avons eu le mouvement Filimbi, et tout ça, je mets dans le cadre de l'engagement politique non formel. Nous avons eu des initiatives. Nous avons aussi des jeunes qui sont dans les partis politiques. Nous avons des jeunes qui ont y accédé à la prise de décision. Déjà, à voir le nouveau gouvernement, nous avons des très jeunes dames
Nous avons des jeunes partout. Mais le problème, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait? Même quand des deux côtés, que nous soyons dans l'aspect engagement, que nous soyons dans l'autre aspect, qu'est-ce qu'on fait? Les résultats, il n'est pas vraiment visible. Et ceux qui vont dans l'engagement politique, on doit avouer que c'est une façon je vais dire, de cacher, je parle de jusque-là, c'est une façon de cacher cette peur de s'engager. On doit se dire la vérité. De jeunes qui ont de compétences, les jeunes qui peuvent changer les choses ne s'engagent pas en politique. Ils ont la peur. Ils ont la peur de se salir le main. Ils ont la peur d'être jugés. Ils ont la peur, même la peur de ne pas mieux faire, hein? Il faut qu'on se le dise, même la peur de ne pas mieux faire. Et alors, on se retrouve en train de nous cacher devant des justifications. Excusez-moi, moi, je trouve l'effet de dire tout le monde ne fera pas la politique comme juste un échappatoire. Parce que, à la fin de compte, si nous ne faisons pas la vraie politique, nous aurons de grands soucis. La plupart des initiatives qui accompagnent les enfants dans les écoles, des initiatives par la nouvelle citoyenneté, les initiatives, moi j'ai été dans des clubs à l'école de différents domaines, mais ces clubs sont initiés par les ONG. Ça veut dire que la vie de ces clubs dépend de la vie de financement de ces organisations. Et même ces personnes qui ont initié ces activités à travers ces ONG, s'ils étaient de l'autre côté, ces activités allaient être plus durables. Parce que ça allait être dans une structure, ça allait être bien reconnu, bien accompagné. Et donc, pour moi, je pense qu'autant nous avons besoin des enseignants qui jouent leur rôle, des élèves qui jouent leur rôle, des infirmiers, des militaires, des députés, nous avons besoin que chacun joue son rôle. Et il n'y a pas un seul domaine qu'on va laisser de côté et penser que les autres domaines, si ça fonctionne, ça va marcher. Prenons le corps humain. Le corps humain a plusieurs parties. Bien évidemment, si j'ai une douleur au bout de mon doigt, je vais avoir mal, mais je vais continuer à marcher. Je vais continuer à travailler. Si j'ai une douleur sur toute ma main, je vais être handicapée d'une certaine manière. Si j'ai une douleur sur ma tête, je ne vais pas fonctionner, je ne vais pas marcher. Et là, j'ai l'impression que nous sommes en train de vouloir que les corps humains marchent avec une tête qui est malade. Et ça ne va pas marcher. Même si on nourrit tout notre corps, il y a un élément qui est très capital. Et malheureusement, on ne veut pas y aller. Ça m'a pris du temps pour me rendre compte que c'est une grave erreur. Il y a cette phrase qu'on aime bien se dire, si je gagne ma vie correctement, je ne dois pas entrer en politique. Et là, je me dis, on n'est pas différent de ceux qui nous dirigent actuellement. Parce que eux aussi, ils sont là pour gagner leur vie. Donc, si on se limite à gagner notre vie, rien ne changera. Parce qu'on se retrouve, même dans les ONG, des gens qui, à la recherche de je vais gagner ma vie, ils écrivent des projets, ils reçoivent des financements et bouffent l'argent parce qu'il est question de nous. Pourtant, ça ne devrait pas être une question de nous. Ça ne devrait pas être une question de je gagne ma vie, les restes, je m'en tape. Nous gagnons nos vies, nous avons un système éducatif qui est malade, mais parce que nous avons de ressources pour amener nos enfants ailleurs, on se contente du fait que ça reste comme ça. On dit on gagne sa vie, le reste, ils vont se débrouiller. Mais c'est un problème. Est-ce que nous pensons à la société que nous allons léguer à nos enfants à l'avenir? C'est vrai, nous les amenons à l'étranger, nous leur donnons une bonne éducation, une bonne vie, mais est-ce qu'ils seront fiers de nous après? Est-ce que c'est suffisant ce que nous faisons? Est-ce qu'on ne devrait pas se reposer à un moment et se dire stop, il faut qu'on soit là où il faut. Donc, il faut qu'il y ait de bonnes personnes à chaque niveau et dans chaque secteur. Et si nous pensons que tous les autres secteurs devraient marcher, mais pas la prise de décision, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Même ceux qui sont, soi-disant, engagés dans la politique, c'est pour influencer les décisions, n'est-ce pas?
Mais après, imaginez-vous, vous avez pris du temps pour analyser un problème, on a pris du temps pour analyser les solutions, on a écrit nos notes de plaidoyer, on a écrit de lois et tout. Mais parfois, on est face à des députés qui ne comprennent rien de ce qu'on est en train de leur dire. On est en face de députés qui, même s'ils peuvent accepter et faire passer la loi, mais après, qui suit la mise en œuvre? Qui suit les restes? Alors, tous les efforts que nous avons faits de l'autre côté se heurtera à un mur pour être mis en œuvre. Ça va se heurter à un mur. Donc, il faut que nous puissions avoir de l'autre côté des interlocuteurs qui partagent la même vision, des interlocuteurs qui ont les mêmes valeurs, les interlocuteurs à qui nous pouvons demander des comptes après et que nous pouvons accompagner parce que même s'ils sont de l'autre côté, il faut un accompagnement. Et là, il faut qu'on se réveille et qu'on se dise qu'il faut que chacun joue son rôle. Et le rôle, pas seulement de l'autre côté, mais comment, même si ce n'est pas moi, Mariette, qui veut postuler comme conseiller communal, parce que parfois aussi, on pense qu'il faut être député, il faut être député national, il faut être ministre, il y a des conseillers à la commune. Comment ces gens-là, comment ils fonctionnent? Parce que c'est même au niveau du quartier. Regardons nos quartiers. Est-ce que ça représente ce que ça doit être? Si on commençait au niveau de nos quartiers, au niveau de nos communes, au niveau de la mairie, au niveau maintenant, à chaque niveau. Donc, si on a de personnes à ce différents niveaux, ça va marcher. Donc, ça peut ne pas être moi qui postule comme candidate, mais j'encourage les personnes qui, 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 ont, qui ont cette volonté, je les accompagne pour qu'ils puissent y arriver. Bien évidemment, nous avons un problème très sérieux dans notre pays où ces personnes, parce qu'il y a eu de personnes qui ont postulé tout de même, de personnes compétentes et tout, mais ils n'ont pas eu leur chance d'être élus. C'est parce qu'ils n'étaient pas accompagnés. Ils n'étaient pas accompagnés. On a de gens comme, j'aime bien prendre l'exemple de mon ami Arsène Tungali. Il s'est engagé. C'est vrai, on a dit pourquoi il est parti. Mais vous vouliez qu'il aille où? Parce il faut qu'on prépare qu'il y ait un accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Il se décide et il doit avancer. Mais pour se présenter, il faut choisir un parti. Mais tous nos partis, on le sait, tous nos partis politiques sont KO. Ils sont de l'opposition aujourd'hui, ils nous présentent des trucs, mais dès qu'ils ont le pouvoir, qu'est-ce qu'ils en font? Ils ne font rien. Ils ne font rien. Et alors, les jeunes qui sont en train de s'engager actuellement, se retrouvent face à un défi de choisir dans quel parti ils vont et ils prennent n'importe lesquels. Et nous autres, comment on les accompagne? Nous autres qui décidons de ne pas entrer dans la politique, de faire de l'engagement, comment on les accompagne? Sachant qu'on est devant un peuple qui ne comprend pas pourquoi il faut choisir de bons députés. Aujourd'hui, plusieurs Congolais vont voter juste pour avoir la carte d'identité. Je pense que le moment où on va commencer à avoir une carte d'identité à part, différente de la carte d'électeur, on risque de ne pas avoir les gens qui vont encore voter. Parce on minimise vraiment l'impact que cela peut avoir sur nous. Est-ce que je veux dire, on est déjà habitué, on se contente à des critiques, on se contente à passer de longueur de journée à parler, mais après, pour quelle finalité? Parce que ne pas voter, c'est pas aussi la décision qu'il faut. N'est pas quitter le pays, c'est pas la décision qu'il faut. Alors, il faut qu'on accompagne les peuples à préparer le terrain, à conscientiser la population. Chacun a un espace qui peut influencer. Est-ce que nous nous rassurons que tout le monde comprend l'importance de choisir des dirigeants qu'il faut? Il faut qu'ils comprennent l'importance. Est-ce que chacun comprend que ce n'est pas question d'avoir une carte d'électeur, mais cette décision qu'on va prendre ce jour-là va nous engager sur 5 années, que même si nous le faisons par formalité, ça va nous faire mal pendant 5 ans.
Pendant 5 ans, ça va nous faire mal. C'est vrai, il y a des Congolais à qui ça fait plus mal, en fait. Et ils sont plus courageux, je les envie même. Il y a des Congolais qui te disent aujourd'hui, ah, toi, tu penses encore à la RDC? Quel courage! Ils trouvent même que tu perds ton temps, en fait. On a des gens à ce niveau-là. Et c'est vraiment très dangereux. Maintenant, comment les jeunes doivent s'engager? Il y a cette préparation, cette prise de conscience d'abord. Que l'on prenne conscience qu'il nous faut des dirigeants capables, des dirigeants qui partagent la même vision, les dirigeants qui ont de valeurs, des dirigeants avec qui nous pouvons garder contact. Après, quand on prend conscience, on va être capable d'accompagner le vrai. Et le vrai, là, on ne doit pas attendre qu'il soit parfait, qu'il puisse avoir tout. On doit les accompagner. Pourquoi pas avoir de projets de société, comment on appelle ça, de contrats sociaux avec chacun de ces candidats que nous décidons d'accompagner, de contrats sociaux, qu'après nous allons suivre. Parce qu'après, quand les députés viennent vers nous avec de projets de société aussi, parfois ils ne maîtrisent même pas leur rôle. Ils ne maîtrisent vraiment pas leur rôle. Je viens d'une formation sur l'administration publique. Vraiment, chaque jour de cette formation, je me disais, mais pourquoi on ne devrait pas avoir une telle formation pour chaque personne qui prend un poste de responsabilité dans notre pays? Pourquoi on ne devrait pas avoir nos députés qui passent à travers ce type de formation? Les ministres qui passent à travers... Parce que parfois, on pense qu'on connaît tout, hein? Mais après, il y a certains aspects, c'est un domaine de la gestion publique que Oui, là, quelqu'un doit savoir pour diriger. Donc, prise de conscience, accompagnement, contrat social pour se rassurer qu'on suit, qu'on accompagne à suivre ce qu'on s'était convenu. Et voilà, espérons qu'on va y arriver. Merci beaucoup. merci beaucoup, chère Mariette, pour ces réflexions autant enrichissantes que provocatives, parce qu'elles remettent tout en question, non seulement ce que nous avons comme modèle d'engagement politique, mais exactement ce que moi j'ai aimé dans ton intervention, ce que tu as parlé de faire la politique, mais à tous les niveaux, qu'on ne voit pas seulement ce qu'on appelle député, ce qu'on voit très souvent qui est, disons, acclamé par la masse, c'est de se voir un peu très élevé dans sa carrière politique. Mais la politique, on peut le faire à tout niveau. Je pense que ça, c'est important aussi de te retenir. Je vais remettre maintenant le micro à notre aîné, le docteur Dirk Chaka, qui nous joint depuis Kinshasa. On aura encore la chance, bien sûr, d'avoir une discussion assez enrichissante. Donc, retenez-vous. On aura la chance de pouvoir revenir après les intervenants. Alors, docteur Dirk, c'est à vous la parole. Bonjour à tous, bonjour Christian, j'espère que vous m'entendez très bien. Oui, on capte très bien. Alors, tout d'abord, je vais m'excuser parce que je ne suis pas dans un endroit très calme. Je me suis arrêté quelque part en route pour me permettre de suivre cet échange et d'intervenir. J'espère bien que je pourrai être dans un endroit plus calme lorsqu'on passera aux échanges. Alors, je voudrais vous remercier pour l'invitation et remercier mes deux prédécesseurs pour leurs interventions très pertinentes. Moi, je voulais revenir sur deux, trois choses. La première, c'est de parler d'abord de la dimension démographique et l'importance de la jeunesse en RDC. La population congolaise est majoritairement jeune, même pas jeune, trop jeune. Je ne dirais pas très jeune, elle est trop jeune. Pourquoi? Parce que nous avons un taux de croissance très élevé avec un taux de naissance élevé aussi qui fait que les strates d'âge sont très, je peux dire, très étagées, mais avec une grande concentration des jeunes qui représentent plus de la moitié de la population. Les dernières statistiques montrent que plus de la moitié de la population congolaise a moins de 15 ans. A moins de 15 ans. Et les populations actives qui représentent entre 15 et 65 ans représentent environ
à peu près 50% de la population aussi, mais l'espérance de vie va jusqu'à 60 ans, autour de 60 ans. Alors, je voulais commencer mon propos par d'abord me demander qui est jeune. Et peut-être je ne veux pas entrer d'entrer dans des définitions médicales ou autres, ou je peux dire même sociétales. Je me base sur le fait que finalement, la limite d'âge en RDC n'est pas un facteur, je peux dire, compétitif dans l'engagement politique. Ça, c'est ma conviction. Et aujourd'hui, il me semble d'ailleurs que nous n'avons pas connu ce problème d'engagement des jeunes en politique. Et il n'y a pas un problème d'engagement des jeunes en politique en RDC, à mon sens. Pourquoi? Parce que si nous partons du fait que aujourd'hui on considère les jeunes que comme ceux qui ont moins de 30 ans, abusivement, si je peux dire, si on y va un peu plus, de manière un peu plus large, qu'un jeune est celui qui a moins de 35 ans, ok, on peut retrouver dans ces deux catégories des acteurs importants de la politique congolaise au fil de toutes ces années passées. En 1965, en 1960, quand nous avons l'indépendance, celui qui est notre président de la République, c'est un jeune, il a autour de 34, 33 ans. Celui qui est son premier ministre, Lumumba, n'a pas 35 ans. Il a moins de 35 ans. Et Mobutu, qui le succède, pareil, il n'a pas 40 ans. Et au fil des années, à part la petite parenthèse de Laurent Désiré Kabila, qui était une personne âgée, bien sûr, au-delà de 55 ans, nous avons le prochain qui le succède, c'est Joseph Kabila, qui prend le pouvoir à 29 ans. Et là, on ne parle pas de chef de quartier, on ne parle pas de bourgmestre, on ne parle pas de... On parle des présidents de la République et des premiers ministres. Pour dire, nous n'avons pas de problème d'engagement politique des jeunes en RDC. La plupart de ceux qui nous ont dirigés ont été des jeunes, même pas des jeunes, des très jeunes. En tout cas, leur âge ne posait pas confusion sur la qualité de leur jeunesse. Mais comment est-ce que cela s'est traduit dans leur gouvernance? D'une part, on n'a pas eu la chance d'avoir réellement la première génération, Lumumba et Kasavubu, n'ont pas eu le temps de pouvoir gérer réellement. D'autre part, on a compris, on a senti une certaine immaturité politique parce que, oui, il y a eu beaucoup de conflits entre ces jeunes, ils n'ont pas pu se mettre d'accord, se mettre ensemble pour définir comment ils vont faire. Les Tchombe, les autres, ils étaient tous jeunes. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas la phase Mouzé où on a eu un vieux, entre guillemets, à la tête du pays qui a semblé être une phase la plus, je dirais, qui a donné le plus d'espoir? Et enfin, on a la phase Kabila où on a aussi vu que Kabila s'est entouré d'une part de certains jeunes, mais aussi des personnes âgées. Et d'ailleurs, je pense que la gouvernance de Kabila a été marquée par cette mixture qu'il a essayé de faire. On a vu des jeunes entrer dans le gouvernement à l'époque. On les voyait, les Kambinga, à l'époque des lycées Sanga, et tout ça qui venait de la rébellion et autres, qui étaient des jeunes. Et je ne pense pas que la plupart d'entre eux avaient 40 ans quand ils ont commencé à exercer des responsabilités politiques. Mais tout ça s'est soldé par ce que l'on connaît aujourd'hui, certaines avancées, mais beaucoup de recul. La plupart des défis rencontrés, il me semble, n'étaient pas réellement des défis liés à la qualité, je peux dire, intellectuelle de ces jeunes. On peut même en être assez fier parce que la plupart de ces jeunes étaient issus des bonnes universités, avaient un parcours plus ou moins transparent, mieux qu'aujourd'hui, et qui n'ont pas forcément eu de grands résultats. Et je pense que même ça peut être d'une certaine manière la raison pour laquelle aujourd'hui, on commence à remettre en cause, entre guillemets, les diplômes. Parce qu'on pense que ceux qui avaient les diplômes n'ont pas réussi forcément à faire la différence. Mon deuxième point de vue sur la question, c'est avons-nous besoin d'un plus grand engagement des jeunes en politique pour avoir un changement que nous espérons dans la gouvernance politique? Alors, nous, au niveau du SICA, nous ne pensons pas que c'est ça le problème. La problématique, c'est, je pense, avoir des idées jeunes en politique, pas des jeunes en politique. Parce que les jeunes en politique, on les a déjà vus.
Mais aujourd'hui, quelles sont les idées jeunes en politique? Quels sont, quels sont les engagements qui font la différence dans la politique pour changer le système dans lequel on est? Et mes deux prédécesseurs l'ont si bien dit, les jeunes peut-être ont peur de s'engager en politique parce qu'ils ont peur de se salir les mains, parce que l'environnement et le système politique dans lequel ils s'engagent est totalement, euh, je peux dire, pourri et totalement pollué, au point que tout le monde se demande, est-ce que ma seule présence en politique suffirait? Et donc, je pense que pour nous, la problématique se situe au niveau de la vision de l'engagement des jeunes ou de toute personne qui veut emmener de la jeunesse dans la gouvernance du Congo. Pas jeune forcément en âge, mais jeune dans ses idées. Et pour moi, la jeunesse que l'on cherche en politique aujourd'hui, c'est des nouvelles idées, des nouvelles façons, des nouvelles valeurs, des nouveaux acteurs avec un nouvel état d'esprit. C'est cette jeunesse, pour moi, l'énergie, l'innovation, le dynamisme, le charisme, l'intégrité, qui sont des valeurs que nous n'avons pas aujourd'hui en politique. Et je peux dire que la classe actuelle a vieilli dans des valeurs qu'il faut changer dans une nouvelle forme de jeunesse de valeurs. Et ces valeurs, c'est des valeurs qui ne sont pas très éprouvées et que nous devons commencer à éprouver dans la classe politique. Ça, pour moi, c'est de ce rajeunissement dont on a besoin, de ce rajeunissement dans les idées, dans le comportement, dans la remise en cause, dans notre capacité d'innover. Mais il faut admettre que l'environnement lui-même est très vieux. L'environnement congolais, je pense qu'il est plus vieux que le pays. Et on voit que les racines je dirais, des tares comment je peux dire, et des problèmes de gouvernance que nous avons semblent être plus vieux et tellement enracinés que, effectivement, les jeunes qui portent les idées nouvelles ont l'impression qu'ils ne sont pas en mesure d'inverser la tendance. Alors, troisième chose, on a parlé de préparation et je suis d'accord. Qu'importe l'âge de ceux qui veulent s'engager en politique aujourd'hui, ils doivent se préparer. Mais se préparer comment? Se préparer, c'est d'abord avoir la pleine conscience du défi réel à surmonter. Il ne faut pas se leurrer, comme quelqu'un l'a dit, pour aller changer ce système. Il ne faut pas y aller avec les mains molles, en allant en pensant que la bonne foi va suffire. Non, il faut se préparer, ça veut dire prendre conscience de l'enjeu. Prendre conscience de l'enjeu, c'est être capable de s'organiser à la hauteur de l'enjeu. Et ça, je pense que c'est l'un des défis que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas, qu'importe l'âge de ceux qui veulent s'engager, à s'organiser à la hauteur de l'enjeu et du défi auquel il faut faire face. Deuxièmement, il faut porter une vision. Et pour moi, cette vision doit être jeune. Cette vision doit être quelque chose qui rompt avec l'actuelle vision, l'actuelle façon de faire, comment je dirais ça? Ce sont les manières et l'approche de faire la politique aujourd'hui. On voit que l'approche aujourd'hui, c'est de se servir. La politique, c'est un positionnement pour le pouvoir. Et pour le pouvoir, c'est quoi? C'est avoir de l'autorité sur les autres. Pourquoi? Pour les assujettir, tout simplement. Pour moi, aujourd'hui, la politique congolaise, c'est l'assujettissement. Tu as un poste, tu assujettis les autres. Tu fais faire aux autres toute forme de corvée. Tu penses que la meilleure voiture, elle est la tienne, le meilleur salaire, c'est pour toi, la meilleure maison est à toi. Tu te permets de faire tout ce que tu veux parce que tu penses que tu as le pouvoir. Et donc, le pouvoir rime avec assujetti. Et si nous voulons faire les choses autrement, nous devons penser à la politique de service, où les acteurs politiques ne seront pas différents des autres citoyens, où ils n'auront pas des gyrophares pour passer là où il y a des embouteillages. Ils devront s'assurer qu'il n'y a plus d'embouteillages pour que tout le monde circule librement. Ils n'auront plus de gros cars pour faire face aux trous dans les routes. Ils vont rouler dans les voitures comme tout le monde et s'assurer que les routes sont bonnes et praticables pour tout le monde, où leurs enfants n'iront plus dans des écoles privées à l'étranger, où leurs enfants étudieront dans les écoles de tous les Congolais et s'assureront donc que l'éducation est de qualité pour tout le monde
où ils n'auront plus se faire soigner à l'étranger parce qu'ils sont malades, ils en ont les moyens, et même l'État paye à travers nos taxes. Ils iront se faire soigner dans les hôpitaux de tout le monde parce que, tout simplement, ils vont s'assurer que les hôpitaux fonctionnent correctement pour tout le monde. Pour moi, ça, c'est des idées jeunes. C'est un leadership jeune. C'est une vision jeune qu'il faut repenser. Qu'il faut repenser pour ceux qui veulent entrer en politique aujourd'hui et se rendre compte que toutes les méthodes vieilles ne peuvent nous mener nulle part, ne peuvent pas nous permettre d'émerger, d'avancer. Ça, c'est de un. De deux, il faut construire une vision plus globale. Une vision plus globale qui intègre le fait que ce n'est pas l'âge qui fait la politique, c'est l'esprit qui fait la politique. C'est l'esprit et la capacité à se préparer, à être fort et capable de faire face au défi du changement. Et le défi du changement, il n'est pas agréable. Le défi du changement, il est très désagréable. Parce que le changement, c'est la seule chose que tout le monde peut ne pas vouloir, mais dont tout le monde peut profiter, et surtout si c'est un changement positif. Et pour ça, ceux qui veulent faire la politique aujourd'hui doivent mesurer la hauteur du changement et la hauteur du changement qu'ils doivent s'imposer eux-mêmes d'abord. Parce que pour changer ce pays, il faut un devoir d'exemplarité. Et donc, ces personnes doivent d'abord, elles-mêmes, commencer à se former à l'exemplarité, à se préparer à être des personnes capables de vivre de leurs revenus, minimes soient-ils, avoir la décence qu'il faut, l'intégrité qu'il faut, la mesure qu'il faut, la distance qu'il faut avec le pouvoir, avoir l'humilité qu'il faut et la capacité de servir au travers son positionnement politique et son rôle politique qui doit être un rôle de service et non un rôle d'assujettissement. Pour finir, quel est le plus grand défi aujourd'hui? C'est comment intégrer la politique, comme quelqu'un l'a dit, comme Madame le disait tout à l'heure, sans se salir les mains. Je ne crois pas aux élections en RDC, malheureusement, parce que nous savons que les élections ne permettent pas de désigner des acteurs qui sont choisis par la population. Les acteurs sont désignés ailleurs par la Cour constitutionnelle, par la CENI et par la présidence quand le président est en cours de mandat, par les deux qui se partagent la rivalité au poste quand ces deux s'entendent pour se passer le relais. Et donc, aujourd'hui encore, il faut redéfinir cette élection. Et cette élection ne peut se redéfinir que si, effectivement, comme quelqu'un le disait, il y a un engagement politique. Et cet engagement politique, à ce moment-là, peut recourir à la masse démographique des jeunes en âge, parce qu'il ne peut pas avoir, malheureusement aussi, le changement si nous ne recourons pas à cette plus grande catégorie démographique des Congolais, qui sont les jeunes, ceux de 15, 25, 30 ans, qui malheureusement ou heureusement représentent la plus grande partie de la population, et qui, elle, peut capable d'utiliser sa force, son nombre, son énergie pour inverser les tendances de la confiscation politique actuelle au travers des élections et autres mécanismes qui ne nous permettent pas effectivement de pouvoir désigner des nouveaux acteurs qui dépendent ou qui viennent réellement de la population. Et donc, pour le faire, c'est là que le recours à la masse jeune en âge peut être important. Et donc, on ne pourra jamais changer si cette masse en âge ne comprend pas son rôle et ne met pas à la disposition de la nation son énergie, son nombre et sa capacité à répondre aux défis du changement. Et pour ça, donc, il est important que ceux qui veulent s'engager aujourd'hui passent par la case, malheureusement, formation citoyenne, éducation citoyenne. Et pour moi, je le dis toujours, être citoyen est plus difficile. Être un bon citoyen est plus difficile qu'être un bon politique. Parce que pour être un bon citoyen, tu t'acquittes de tes devoirs sans forcément avoir de privilèges. Et tu les vis bien. Parce que tu es un citoyen, tu t'acquittes de tes devoirs, tu participes à la vie de la nation et tu n'attends rien pratiquement. Mais quand tu es un politique, tu fais des choses par devoir. Tu les fais parce que on te paye, parce que tu veux qu'on te élise, qu'on te réélise, parce que. Et donc, pour moi, déjà avoir des bons citoyens, ça serait aller déjà, je peux dire, comment dire, à la solution au problème. Et il faut former ces citoyens. Et là, il y a beaucoup de travail à faire, aller dans les écoles, dans les universités, pour essayer de faire que ces jeunes cessent d'être clochardisés, qu'ils arrêtent de chanter à longueur de journée pour les gens qui les paupérisent, qu'ils arrêtent de se fourvoyer dans... Oui, on les voit même dans les partis politiques. Tu entres dans un parti politique, la première épreuve qu'on te fait, c'est d'aller défendre
le président du parti il a volé de l'argent. Et après Voilà. ça, on peut t'accueillir. Tu es bon, tu es loyal. Et là, tu peux intégrer toutes les couches du parti parce que tu as pu commencer à défendre déjà, euh, de quoi je peux dire, l'état du système. Et aussi, on voit dans les partis politiques l'effet de la famille. On le voit de plus en plus. On est devenu un royaume parce que de plus en plus d'acteurs politiques préparent la succession de leurs propres enfants. Est-ce que c'est ça que nous appelons les jeunes en politique? Moi, je ne pense pas. Parce qu'ils sont jeunes en âge, mais je ne pense pas qu'ils sont prêts à aller défier leurs parents qui sont porteurs du système que nous devons combattre. Ils sont là parce qu'on Mhm. les a positionnés pour avoir des bénéfices liés à leur positionnement et de gagner l'argent et tous les honneurs et tout le reste, comme on sait dans notre milieu. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, cher docteur Dirk, pour cette intervention assez percutante. Il y a des éléments très enrichissants dans votre allocution que, bien sûr, sur lesquels nous allons revenir. Je m'aimerais juste d'abord vérifier si notre aîné, Maître Moïse Chira, est avec nous dans la salle, parce qu'il devait aussi intervenir. Mais en attendant qu'il puisse se joindre à nous, je sais que déjà, il y a des questions, il y a des réactions, et je n'aimerais pas être la seule personne à s'exprimer ici. Donc, je m'aimerais accorder la parole à quelqu'un dans la salle. Je vois une question déjà posée par notre ami Gloire qui veut savoir euh, comment transformer les politiciens actuels à faire la politique du service, comme vous l'avez dit, vu que les majorités sont égoïstes. Très bonne question. Merci beaucoup, cher Gloire. Et merci à tout le monde qui entend se joindre. Je vois dans la salle l'aîné Laurent Kassindi et d'autres amis qui sont dans la salle, Gaylor, Crispin Ilunga. Merci beaucoup de joindre la conversation. Moïse avait dit qu'il avait des soucis de connexion. Alors, j'aimerais peut-être accorder la parole à certains intervenants qui sont déjà passés à répondre à une question qui est peut-être aussi importante à remettre en cause dans cet échange. C'est la question non seulement de jeunesse, l'engagement de la jeunesse en politique, mais de plus en plus, j'ai comme l'impression que nous sommes en train de parler d'un système de valeurs qui doit être très jeune, comme l'aîné Dirk venait de le dire. Nous devons avoir une vision qui doit être très jeune. Dans un contexte qui est déjà, comme on l'a toujours dit, le système politique, il est pourri, il est vieux. Comment est-ce qu'on peut rajeunir ce système sans pour autant perdre du temps? Parce que quand on parle de ces changements, de cet engagement politique, j'ai comme l'impression que si on devrait mettre le facteur temps en jeu, la démarche que nous sommes en train de prévaloir dans cet échange est une démarche à long terme, pendant que dans le court terme, pendant que nous parlons maintenant, le gouvernement Soumi Noadé a été nommé. Il y a beaucoup de problèmes qui contournent, bien sûr, toute cette nomination. Comment est-ce qu'on peut changer les choses dans le court terme tout en gardant une vision à long terme? Voilà, c'est une question que j'ouvre aux intervenants d'abord pour voir s'il y a des réactions et puis nous allons accorder la parole à toute autre personne qui veut réagir à cet échange. Merci. Peut-être qu'on peut commencer avec Mariette. Je sais qu'il fait déjà tard de son côté. Mariette, tu as une réaction à ça? Ouais, il s'est fait déjà tard ici. C'est une question, c'est un défi à répondre à cette question, je dois l'avouer. Mais je pense que les soucis de faire les choses rapidement, parfois, nous a amené, avec tout le temps, à, à mener des actions qui après ne conduisent à rien à la fin. Nous avons vu des actions avec la lucha. C'était une structure qui paraissait assez forte. C'était une structure avec des actions de grande envergure, même Filimbi, où les acteurs ont fini par être incarcérés. Certains ont subi même de graves conséquences de leur implication. Mais après, où est-ce que cela nous a conduit? Parce que le même système, il est là, en fait. C'est tout un système. Et j'ai aimé le précédent intervenant, Monsieur Dirk. Vraiment, j'ai aimé la façon dont il a présenté de manière claire qu'il ne s'agit pas de la jeunesse en termes de l'âge. C'est la classe politique. Et c'est difficile, et c'est tout un système en fait. Et c'est difficile de changer, pour moi en tout cas, je pense, hein,
c'est difficile de penser le changer dans un bref délai. Parce que même si on se lève, on peut bien se lever, par exemple, et dire ces gouvernements, voici ce qu'ils comportent comme défis, sa taille, les ministres, les positions qui y sont, certaines personnes qui y sont nommées, on ne veut pas ça, on veut que ça change et tout, mais ils vont rentrer, ils vont nommer les mêmes personnes. Ils vont juste regarder les mêmes personnes et ils vont nommer ces mêmes personnes et on aura le même résultat. Donc, pour moi, solution plus rapidement, bon, c'est pas, je dis pas que c'est pas bien de les faire pour montrer que les gens sont là, que nous sommes là, qu'il y a la redevabilité et tout, c'est bien de le faire, mais sans trop attendre que ça produise des résultats durables, des résultats efficaces. Je suis plutôt partisane, même si ça va prendre du temps ou ça paraît prendre du temps, de travailler sur ces jeunes, comme Dick l'a dit encore, travailler sur ces jeunes, trouver des mécanismes pour travailler ces jeunes et préparer, si on doit parler en termes de élections, préparer les élections de 2018, si les stratégies sont bonnes pour préparer les jeunes, et des jeunes là, tout en embrassant toute son idée, je parle de jeunes dans tous les sens, que ce soit l'âge, que ce soit les nouvelles idées. Donc, on prenne le temps qu'il faut pour préparer, pour avoir des résultats durables, que de résultats juste populaires qui après n'auront aucun impact. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Mariette. Je pense que c'est très bien noté. Je vois notre ami Crispin qui réagit dans le chat en disant l'école de formation d'un bon politique jeune, c'est le courage, la bonne volonté, la culture générale et surtout l'humanité et la volonté de servir. Dans un système malade, il est difficile de trouver un espace pour la formation d'un politique honnête et visionnaire pour le pays. Je pense que nous sommes tous d'accord avec cette réaction. Merci, Crispin. Et je vois la main levée de Pacom. Pacom, brièvement, et puis nous allons revenir à notre aîné Thierry qui a aussi demandé une motion dans la salle. Merci. D'accord, je vais intervenir rapidement. Merci, Christian. J'interviens sur une question sur ta question que tu as posée, mais également sur ce que l'aîné Dirk a dit. Moi, je pense qu'il y a aussi un grand problème, Christian, c'est le problème de... Quand on parle de la peur, pour être vraiment honnête, c'est la peur de demain. C'est-à-dire, beaucoup de gens se lancent dans de dynamiques parce qu'on a faim, parce qu'on ne sait pas comment mettre le pain sur la table ce soir à la maison. Moi, je pense qu'à la base, au-delà de tout ce qu'on peut mettre en place comme stratégie, après, quand on a faim, Christian, on n'a pas d'âme. Aujourd'hui, on a échoué. Moi, je l'ai dit même autant de fois, on a échoué comme peuple, on a échoué comme nation, on a échoué comme jeunes. Aujourd'hui, moi, je fais partie des gens qui pensent que ce n'est pas un problème d'un individu, c'est un problème déjà de nous en tant que peuple. Et pourquoi? Parce que la base, il est très important. Je pense que nous avons un petit souci technique avec notre ami Pacom. La connexion n'est pas toujours stable. Allô, Pacom? Voilà. Oui, oui, Christian, là, tu m'entends? Oui, Là, on tu m'entends capte mieux? bien, merci. Ouais. Ouais. Je disais comment expliquer à un jeune aujourd'hui euh, que la corruption, elle est mauvaise. Comment expliquer à un jeune aujourd'hui que, que le culte de personnalité qui lui donnait 10 dollars, 50, 100 dollars, 1000 dollars, demain après-demain, il faut qu'il s'en passe parce qu'il doit cultiver des valeurs d'intégrité et des valeurs patriotiques, des civismes et tout ce qu'on veut. C'est ça le grand problème. Et comme Lenny Dirk l'a dit, nous sommes obligés à passer par un baptême de feu, on doit se le dire, et ce baptême de feu passera par la refondation, pas de la nation, mais de l'homme congolais. Moi, aujourd'hui, ça m'écoeure parce que moi, je me dis aujourd'hui, des cours, et je l'ai dit autant de fois, des cours comme l'éducation civique, au patriotisme, l'éducation à ces valeurs, doivent être des cours de plus grande pondération aux universités. Il faut qu'on comprenne déjà que quand tu rates un cours d'éducation civique, patriotique et morale, tu rates ton année académique. Par exemple, si on arrivait à des dimensions, à des mesures aussi fortes, peut-être qu'on serait en train d'échanger cette communauté. Parce que, on doit se le dire, on n'arrivera à rien de concret et rien de constructif tant qu'on n'a pas changé l'homme à la base. On sera en train de faire, de tourner en rond. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment mon apport. Et je pense que, voilà, c'est comme ça que moi, je vois l'engagement. L'engagement passera par
par l'éducation, par la refondation de l'éducation, de l'éthique, des valeurs et du civisme du jeune Congolais. Merci beaucoup, cher Pacom, pour cet accent assez important sur le nous collectif et que ce n'est pas une affaire d'un individu politicien qui a fait à ce que le pays soit là où il est, mais que nous avons tous failli. Et je pense que cette remise en question dont Mariette aussi parlait avant, cette prise de conscience est très importante pour que nous puissions maintenant voir comment est-ce que nous pouvons rebâtir ces valeurs. Je pense que ce n'est pas une affaire seulement de la génération qui vient, mais cette génération qui est en cours maintenant, comment elle peut se repenser ses valeurs. Là où on pouvait facilement gagner un 100 dollars parce qu'on a laissé passer euh, quelque chose qui est louche, comment est-ce qu'on peut se repenser soi-même pour dire prochainement, je ne vais pas faire ça? Parce que même si ça apporte du pain à ma famille, c'est en train de pervertir euh, l'engagement citoyen, l'engagement dans la politique qui soit ça. Je vois la main levée de notre ami Thierry. Thierry, c'est à vous la parole. Bonjour, chers amis. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous capte très bien, Thierry. Merci beaucoup. Voilà, je suis Thierry Batumike, actuellement hors du pays, comme la majorité d'entre nous apparemment. En fait, je vais intervenir sur deux petits points. Pas deux petits points, mais j'aimerais intervenir sur l'intervention de Dirk, docteur Dirk. Il a fait une très, très bonne présentation. Mais il y a quelques concepts pour lesquels moi, bon, je suis pas très d'accord avec lui. Il a bien parlé du bon citoyen. Qu'est-ce qu'un bon citoyen? Ça, c'est une question qui est fondamentale parce que, apparemment, au Congo, on ne sait pas ce qui est un bon citoyen. Dire qu'a dit que le bon citoyen, c'est celui qui s'acquitte de ses devoirs sans attendre rien en retour. Non, ça, pour moi, ça, c'est un très mauvais citoyen. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui s'acquitte de ses devoirs et attend que l'État en face aussi, l'État aussi s'acquitte de ses devoirs. C'est ça un bon citoyen et qui s'arrange pour que l'État s'acquitte de ses devoirs. Parce que si on paye des taxes et qu'on ne construit pas les routes, ça veut dire qu'on doit payer les taxes, donc on est en train d'enrichir des personnes. C'est ce qui est en train de se faire actuellement au Congo. Donc tout l'argent qui entre, il y a un petit groupe de personnes qui en jouissent. Donc pour moi, en fait, ce concept-là de bon citoyen, je ne suis pas tout d'accord. Je vais vous donner juste un petit exemple. C'est une anecdote qui est passée ici. On n'en parle pas beaucoup, mais la plus importante pour un pays, pour une nation, pour que une nation puisse grandir, c'est, par exemple, c'est le patron m'a dit, les cours d'éducation civique. Vous savez que ça fait un temps que ça n'existe pas plus au Congo. Quand les guerres ont commencé, avec les accords de Sun City, on a enlevé cette histoire de l'enseignement primaire. Franchement, c'est quelque chose de très, c'est ce qui affecte aujourd'hui. C'est ce qui affecte aujourd'hui le pays et nous mène franchement, dans une dérive dans laquelle, franchement, je ne sais pas comment on fera pour s'en sortir parce que il y a toute une génération il y a plus de 20 ans, ça fait 30 ans que la guerre existe. Et cette histoire, ça fait 20 à 30 ans que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas d'éducation physique. Donc, on a une génération tous les jeunes d'aujourd'hui entre 20 et 30 ans qui n'ont aucune notion d'éducation civique. Ça, c'est grave pour tout un pays. Les deux, il y a la formation. Normalement, pour être un bon citoyen, on ne peut pas s'auto-former. C'est l'État qui fait une bonne politique d'enseignement pour que les enfants aient un bon civisme et deviennent plus tard de bons citoyens. On ne va pas le devenir, nous, parce que une personne ne peut pas devenir bon citoyen en voulant le devenir, parce qu'il ne sait pas c'est quoi ce concept. C'est dans l'éducation, à partir de la base, que je pense on doit. Franchement, notre combat, nous, plutôt, serait plutôt de savoir comment changer cette donne, que l'on recommence à reconstruire l'État congolais à partir de la base, à partir de la première année primaire, je veux dire. Puisque franchement, cette génération de tous ces 30 ans depuis 94, je suis désolé, mais nous avons été sacrifiés.
Et sacrifier, est-ce que c'est le mot sacrifier? Non. Nous avons été anéantis. Parce que sacrifier, c'est un peu trop dire. On a été anéantis, cette génération a été anéantie, il faut la reconstruire. Et maintenant, et avec surtout ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, on se demande jusqu'où ça ira. Quand est-ce que ça finira? Puisque maintenant, notre pays est divisé en deux, malgré qu'il y a des gens qui veulent se leurrer et pensent que tout va bien, mais franchement, pour vous dire vrai, la majorité sont originaires de Bukavu, de Goma, viennent de Bukavu, de Goma, vous savez, Bukavu et Goma, ça va très mal. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on le sache, ça va très mal dans ce devis. Les gens ne vivent pas, les gens vivent là-bas. Alors, je ne sais pas, notre gouvernement, le gouvernement congolais, il y a un nouveau gouvernement qui est sorti. Bon, c'est un nouveau ancien gouvernement, je peux dire, puisque ce sont les mêmes personnes qui nous dirigent depuis, je veux dire, les 40 dernières années. C'est les mêmes figures qu'on a dit. Donc, des personnes qui ont échoué pendant 40 ans, on les ramène. Je ne pense pas que dans les 5 ans, 10 ans qui viennent, ils feront quelque chose. Et je suis aussi d'accord avec dire quand il dit que non, il ne croit pas aux élections. Moi non plus, les élections au Congo, on n'y croit pas. Parce que il y a eu des choses qui se sont passées aux dernières élections. Peut-être que les gens vont les élections, ils sont électeurs juste pour avoir la carte d'électeur parce que c'est devenu une carte d'identité. Comme l'a dit Madame, je crois, Madame Bruno, il y a une dame qui a dit, la dame qui l'a Mariette, dit, Madame Mariette l'a dit, Mariette. bon. Ça, ce sont des réalités. Mais maintenant, la question, on peut tout le temps se mettre à faire d'autopsie du Congo, mais il faut trouver des remèdes. C'est ce qui est important. Parce que l'autopsie, tout le monde le sait. Nous savons tout ce qui s'est passé dans ce pays, nous tous, nous le savons. Comment changer? C'est ça ma grande question. Et je pense que on devrait plutôt se focaliser sur comment changer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Ne pas rester seulement à vilipender ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est passé, ça ne reviendra pas. Mais voyons l'avenir. Comment on va changer? Comment on peut aider le Congo à changer? Voilà ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Aîné Thierry, pour cette réaction assez riche. Je vais peut-être remettre aussi le micro à notre ami Dirk, mais avant qu'il n'intervienne, je vais juste lire les commentaires de notre participante Lydie qui dit: J'estime que l'engagement politique devrait aussi être encadré et encouragé au niveau local. Si nous avons de bons leaders qui se distinguent au niveau local, la gouvernance au niveau national aura moins de fracas. La même logique devra s'appliquer, même aux aînés. Hein? Avoir quelqu'un qui n'a pas gouverné son quartier, se réveiller un bon matin comme ministre d'État d'IS, déjà les échelons, et qu'on admette ou pas le fracas sera inévitable. Je pense que peut-être dire que tu peux revenir en réagissant d'abord à ce commentaire assez pertinent de notre ami Lydie et puis ta réaction aussi sur cette question de temporalité, comment changer les choses dans le long terme tout en étant aussi efficace dans le court terme. Merci beaucoup, Christian. Merci aussi à Thierry, que je salue. Ça faisait longtemps. Euh, alors, Ça veut oui, je dire, suis d'accord avec Thierry. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que ce que je voulais dire en disant que le bon citoyen est celui qui s'acquitte de son devoir sans entendre rien de retour. C'est vrai que c'est compris comme étant une passivité, mais je suis d'accord avec toi qu'un bon citoyen doit être exigeant et doit attendre que des réponses soient apportées à ces différentes questions, à ses besoins et aux engagements que les acteurs politiques font vis-à-vis de leurs électeurs, lui, citoyen en tant qu'électeur, mais aussi comme citoyen tout simplement. Mais je voulais dire, en disant qu'il n'attend rien, ça veut dire qu'il n'a pas il n'a pas une attente, comment je dirais, une récompense personnelle, je peux dire, dans le sens du politique, qui lui peut faire par intérêt d'être reconduit, par le souci d'être, je peux dire, plébiscité ou être reconnu d'une certaine manière. Et cette innocence, c'est le fait d'être de contribuer au bien commun, à contribuer à l'espace vital commun et à contribuer à l'évolution de la société sans que lui, en tant que personne, forcément, n'est-ce pas, ne soit récompensé personnellement. Mais il doit, comme tu l'as dit, participer aux exigences
de tous les citoyens doivent avoir envers leurs dirigeants en termes de réponses et des résultats vis-à-vis face aux politiques publiques qu'ils doivent mener et aux engagements qu'ils ont pris. Alors, je veux aussi dire que le défi de comment y arriver, euh, pour moi, je pense que c'est, comme on dit, c'est une question extrêmement complexe. On peut pas, moi personnellement, je ne pense pas que j'ai forcément je n'ai pas la réponse. Si j'avais la réponse, ça serait avoir le remède à tous les maux du monde, hein. En tout cas, au Congo, quelqu'un qui aurait la formule, je suis sûr que personne ne l'achèterait, mais quand même, ça serait quand même intéressant de la découvrir. Vous voyez quoi? Personne n'accepterait d'acheter cette formule pour changer le Congo. Beaucoup de gens penseraient qu'elle ne va pas marcher. Mais je pense que il faut être un peu optimiste, mais être plutôt réaliste dans la profondeur du problème et je peux dire l'exigence que cela devrait comporter de pouvoir s'engager au changement. Je pense que ce qui nous manquerait, ce qui manquerait à ceux qui pensent faire le changement, c'est d'avoir peut-être la même énergie que ceux qui aujourd'hui détruisent le pays, mais qui détruisent le pays en se mettant plein les poches et en tirant profit et en abusant des ressources de l'État. Mais eux devraient avoir plus d'énergie en n'ayant pas ces ressources et en n'ayant pas ces mêmes gains. Ça veut dire que, comme on dit, quelqu'un disait que il faut avoir la même énergie que ceux qui veulent détruire. Si vous voulez construire, vous devez au moins avoir la même énergie que ceux qui ont la volonté de détruire. Cette volonté de construire, je pense, elle coûte très cher. Elle a un prix. Madame Mariette, c'est ça? Elle a parlé un peu de l'engagement de la lucha. Moi, je suis de la lucha. Je sais ce que ça coûte, cet engagement. Mais au-delà de cet engagement, il faut convertir les gens. Convertir les gens dans le sens de dire, l'engagement ne prend feu, ne grandit que si chacun y apporte un bois. Il apporte du bois au feu. L'un des défis que l'on peut reconnaître de ne pas, je peux dire que la lucha elle n'est pas morte, mais le défi d'aller de l'avant, c'est qu'elle n'a forcément pas attiré autant de gens qu'elle méritait d'attirer. C'est très beau, et moi je le dis toujours, c'est très beau de dire, ah, vous faites bien, vous êtes bien engagé. Ah oui, mais ça c'est bien. Ah oui, Marie disait, oui, les jeunes de la lucha et Filimbi, ils ont fait. J'aurais voulu dire, nous avons fait. J'aurais voulu que nous tous, en voyant ce qui se faisait, de se dire, mais oh, je dois être là, je dois être parmi, je dois participer à ça. Parce que tant que nous continuons à penser que il y aura un certain nombre critique des gens qui vont faire et qu'à notre tour, nous allons apprécier ce qu'ils auront fait, sans nous, ça n'arrivera jamais. Il faut se poser des questions, de se dire, si ça commence, quelle est ma part? Qu'est-ce que moi, je vais faire pour que ça avance et que ça réussisse? Que nous sortions de nos positions de confort personnel, d'acteurs, comment on appelle ça? D'observateurs. D'observateurs critiques, analystes politiques de la situation socio des mouvements citoyens des jeunes. Nous sommes les observateurs. Non. Tant que nous serons des personnes qui observent, je ne parle pas de faire la politique. Je parle juste de l'engagement citoyen, l'engagement politique. Si nous continuons à penser qu'il y a quelqu'un qui va faire pour que ça marche, ça ne marchera pas. Il faut se joindre à ce qui est en train d'être fait et que vous pensez qui mérite d'être encouragé pour que ça change. Si une initiative est bonne et qu'elle vous semble être porteuse, approchez-vous de cette initiative, faites-en partie, emmenez vos idées, apportez votre énergie, apportez vos moyens, votre temps et construisez sur cette initiative. Le jour où l'initiative échoue, regardez à côté de vous, est-ce qu'il y a une autre qui avance? Est-ce que je peux apporter mon expérience? Est-ce que moi et mes amis, nous pouvons prendre l'initiative? Combien de personnes peuvent nous suivre? Faites cette initiative et résolvez les problèmes là où vous êtes, comme vous le pouvez. Le jour où nous serons en mesure de nous retrouver avec 5 initiatives qui commencent à marcher et où chacun se situe dans l'une de ces initiatives, nous commencerons à nous demander
comment nous faisons pour que ces 5 initiatives changent les choses? Comment nous faisons pour que l'une d'entre elles devienne l'initiative de nous tous? Il n'y aura pas une seule initiative qui réunira tout le monde. Moi, c'est ce que je pense. Il faut porter sur les initiatives multiples, mais des initiatives de plus en plus fondées qui partent sur les expériences de ce qui n'a pas marché pour construire des alternatives nouvelles en vous basant sur les expériences et en essayant d'apporter un peu plus de solutions face à ce qui n'a pas marché. Et donc, je pars de cette expérience personnelle que j'ai vécue, que je vis encore dans les mouvements citoyens, c'est de dire, elles ont eu à faire beaucoup, mais n'ont pas eu à être suffisamment soutenues par chacun de ceux qui regardaient le mouvement citoyen faire en attendant. Mais en attendant quoi? En attendant que ça porte. Et puis, si ça porte, OK, moi aussi je viens, je dis, ah, ils ont fait le bon boulot. Non, non, il n'y aura pas de boulot sans vous. Le boulot à faire, c'est le boulot de tout le monde. Et si nous devenons une masse critique qui fait le boulot, ça sera alors possible de se dire, je préfère qu'on soit dans une compétition d'excellence que d'être en train de regarder qui va être le plus excellent. Alors, faisons des initiatives, continuons à penser, continuons à nous réunir. Pensons surtout à des initiatives qui ne nous fassent pas régresser, qui ne mettent pas au cœur de l'initiative une autorité morale, une personne qui est au-dessus de vous tous, vous commencez à faire des courbettes, vous commencez à encenser, ça devient... Non. Si nous faisons ces mêmes initiatives, nous serons pires que ceux qui nous précèdent parce que l'une des choses aussi que l'on doit accepter, c'est que nombreux de jeunes, jeunes en âge, là je dis, qui se disent faire la politique, nombreux n'ont même pas le cursus et les compétences de ceux qu'ils prétendent vouloir remplacer. Et ils ont peut-être parfois même plus d'état et de médiocrité que ceux qu'ils prétendent remplacer. On le connaît, on peut le voir. Et tu peux, je pense, si l'on regarde bien, nombreux des jeunes qui sont allés en politique et qui ne se cachent pas que je vais en politique parce que je veux avoir de l'argent. Point barre. Et ils sont en politique, il n'a pas daigné à construire sur sa personne, sur sa carrière, sur ses expériences. Il a fini ses études. Son premier boulot, c'est de rêver d'être ministre. Et il est plein dedans. Il vous montre que tant qu'il n'est pas ministre, le pays n'aura pas changé, en fait. Ses attentes sont d'ordre d'un ministre, mais sa propre préparation n'est pas plus que celle de quelqu'un qui a fait et qui a eu sa licence dans son domaine. Pensons-nous que nous changeons les choses comme ça? Et sommes-nous capables aujourd'hui, si Christian prend le pouvoir, de venir dire à quelqu'un, oui, on a été du combat ensemble, mais tu ne peux pas avoir ce poste-là parce que tu n'as pas le profil? Sommes-nous capables de parler de ces choses sans complexe? Et je pense que ça, c'est des choses qui emmèneraient des gens qui entrent en politique à se dire qu'on ne va pas faire en politique pour faire la figuration, mais qu'on doit soi-même se préparer. On doit être dans une dynamique où les gens acceptent de se préparer, où ils utilisent l'expérience et le vécu pour penser l'alternative. Et vous devez être en politique en ayant une vision personnelle et une vision collective. Une vision personnelle, ça veut dire, si vous êtes un juriste et que vous pensez faire la politique, qu'est-ce que vous emmenez de juriste en politique? Bon, OK, vous ne voulez pas faire du jurisme, vous voulez être un spécialiste en défense. OK, au moins cultivez-vous dans les questions de défense. Soyez un politique qui a une vision, qui sait qu'il peut contribuer dans un domaine important de la nation et dans laquelle tu peux apporter des changements significatifs parce que tu t'y intéresses profondément et tu es capable d'articuler les problématiques, les possibles solutions et les approches pour accéder à ces solutions. Si on ne se prépare pas de manière méthodique, si on ne s'organise pas de manière rigoureuse, si nous ne sommes pas capables de mobiliser le nombre, il nous sera difficile d'atteindre cet objectif. J'aimerais peut-être prendre ce bond à partir de cette dernière allocution de docteur Dirk pour remettre la parole à Laurent Cassindi. Merci beaucoup de nous joindre. Je vois aussi que dans la salle, l'aîné Moïse Chira a pu se connecter. Il avait des petits soucis de connexion. Donc, on va d'abord accorder la parole à Laurent et puis nous allons écouter l'intervention rapide de notre ami Moïse aussi qui s'est joint à cet appel. Merci beaucoup, Laurent, de nous joindre. Merci beaucoup, Christian. J'étais là juste pour écouter et puis après, le débat devient intéressant, donc je n'arrive pas à résister. Je vais essayer de pas être très long, comme ça on peut donner la parole aux autres. Je vais rebondir sur ce que disait Dirk. Euh,
Lorsque j'ai commencé à travailler à Search for Common Ground il y a à peu près 18 ans, on avait une émission au Congo qui était intitulée En parler, c'est agir. Et au tout début, j'étais très convaincu par le concept. On se dit, dans un contexte de conflit, si tu t'étais, est-ce que tu fais partie du problème? Si tu en parles, au moins tu fais déjà une action. En parler, susciter la discussion sur quelque chose, c'est assez agir. Mais lorsque j'observe la situation politique, sociopolitique de notre pays, je commençais à me demander si en parler, ce n'est pas se cacher pour ne pas agir. Est-ce que ce ne sont pas ceux qui n'ont pas le courage d'agir qui parlent le plus du Congo? Quand je vois notre génération telle qu'on est devenue super active sur les réseaux sociaux, et même dans des forums, on est très bon dans la dénonciation, dans des analyses. Mais je pense que c'est très bien d'avoir des débats et je vois que même en Occident, les gens discutent beaucoup. Mais je crois aussi que si on observe tout le mandat de Kabila déjà, 18 ans plus le mandat de Félix Tshisekedi, on approche de 25 ans maintenant, il y a eu autant de débats quand même. Et si j'observe bien la génération, y compris la mienne, qui était dans ce genre de débat, en fait, on n'a fait que débattre et on est resté dans la périphérie. Je commence à penser que peut-être qu'on parle parce que c'est ce qui est le plus facile pour nous et qu'on parle parce que c'est là où on est dans notre zone de confort et comme ça, on ne peut pas prendre le risque de faire plus. Ce qui me pousse à m'interroger un peu à la suite de ce que Dirk était en train de dire. Est-ce que nous ne sommes pas une génération qui se veut une fabrique des martyrs? C'est-à-dire qu'on se cache très bien derrière son clavier et on parle des autres qui prennent le risque. Après, ils vont attraper une balle et on aura des martyrs. Parce que si quelqu'un s'engage et il n'est pas soutenu, bien sûr qu'on l'envoie juste au martyr. Il faut vraiment qu'on se dise la vérité. On a parlé de la lucha ici et nous étions tous là lorsque la lucha essayait de faire quelque chose et nous sommes tous restés dans l'ombre. Peut-être que si on avait tenu la main à la lucha, ce ne serait pas la lucha qu'on connaît aujourd'hui. Les gens de la lucha, on parle avec eux. Ils nous ont dit à plusieurs reprises que même le pouvoir se moquait de leur incapacité à faire de grandes mobilisations. Qu'est-ce qu'ils allaient mobiliser si ce n'était pas nous-mêmes? Et nous n'étions pas là. Même leur prêter main forte, je pense qu'il y a eu vraiment de ça. Donc, même si on est en train de débattre, si quelqu'un d'entre nous ici se lève et dit, moi, je vais m'engager, je vais lancer quelque chose, je me demande quel est le pourcentage de ceux qui sont sur l'appel qui vont dire, OK, on lui prête main forte. Ou bien est-ce qu'on va encore dire, en parler pour ne pas agir. Et donc, on reste là, on fait des commentaires, ah, je soutiens tel, il est bon, et puis on en reste là. Après, s'il lui arrive quelque chose, il fait la prison, il s'est fait tirer dessus et tout cela, ben, ça devient une histoire comme une autre. Moi, je vais parler de moi et admettre que j'ai pas vraiment la fibre du martyr, surtout pour le cas du Congo, parce que je regarde Lumumba. Parfois, je me demande, Lumumba, il est mort pourquoi? Donner sa vie. Donner sa vie, tout le monde n'est pas Jésus. Donner sa vie, c'est le sacrifice suprême. Si tu en arrives là, il faut que derrière, cela porte du fruit. Mais 65 ans plus tard, regarde le Congo. Est-ce que si Lumumba pouvait voir la suite, est-ce qu'il penserait que ça vaut la peine? C'est bien d'être chanté, c'est bien d'avoir une journée à ton honneur, mais tu peux donner ta vie pour rien. Si tu donnes ta vie pour des gens qui ne comprennent pas les prix du sacrifice. Les printemps arabes ont commencé parce que quelqu'un s'est immolé quelque part en Tunisie. Mais je me souviens, j'étais à Kinshasa lorsque quelqu'un s'est immolé à Lubumbashi parce qu'il avait été, je crois, encore une fois, victime d'injustice de la part des policiers. Au Congo, quelqu'un s'est immolé, ça n'a rien donné. Quelqu'un s'est immolé en Tunisie, il y a eu les printemps arabes. Donc vous comprenez que le premier appel, c'est de dire, comme Dirk le disait, si on ne soutient pas ceux qui essayent aujourd'hui de porter une cause, et nous on se dit que ça semble assez juste, on peut aller avec celui-là. On est juste en train de parler pour ne pas agir. C'est ça. Et on est en train de pousser ceux-là à s'exposer au martyr, un martyr qui peut s'avérer inutile. Voilà pourquoi est-ce que moi j'ai une recommandation, je vais clôturer par là. Ça fait un moment qu'on parle, j'ai déjà été invité ici, j'ai intervenu. Il y a d'autres forums où il y a des discussions super riches, intéressantes, et nous devons continuer à parler. Mais il faut pas mal me comprendre, je ne blâme pas la discussion, mais je blâme la discussion sans action, ou je blâme la discussion qui ne pousse pas vers l'action. Mais alors moi, je suis en train de penser que, est-ce qu'on a une idée, on a déjà fait un échange pour mapper toutes les initiatives existantes pour la transformation de la RDC? Est-ce que tels que nous sommes ici, nous les connaissons? Est-ce que ça vaudrait pas la peine d'avoir un échange, c'est ma proposition, pour discuter quelles sont les initiatives que vous connaissez, qui existent, qui sont tenues par des gens au pays ou des gens à l'étranger et qui visent justement à agir sur le problème dont nous parlons. Première étape. La deuxième étape, est-ce qu'on ne devrait pas commencer à inviter les gens qui portent ces initiatives?
Parce que tel que nous sommes ici régulièrement, nous avons tendance à parler entre nous des acteurs périphériques, des parleurs. On est là, bien cachés, chacun derrière son écran, et on parle. Mais il y a certains de nos frères et de nos compatriotes, pendant que nous parlons ici, qui sont en train d'essayer quelque chose même à petite échelle. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de les connaître pour les soutenir? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à les inviter pour les écouter? Un peu comme on faisait au travail pour choisir une banque. On leur dit, venez, parlez de votre banque, et puis le personnel choisira. Moi, je crois que ça ne serait pas du temps perdu aujourd'hui, que Christian et toute l'équipe ici, et nous tous ensemble, qu'on se donne une occasion de mieux connaître ceux parmi nos compatriotes qui essaient de faire quelque chose pour le pays. J'en connais certains à l'étranger, j'en connais quelques-uns au pays, mais je pense qu'il doit y en avoir beaucoup. Il faut qu'on commence à approcher ces gens-là. On a tous ici entendu parler des Likia, on a tous entendu parler du pacte, je sais pas moi, républicain, on a tous entendu parler de ceci. Commençons par écouter ces gens-là, commençons par poser des questions, essayer d'approfondir, et que l'un et l'autre s'engagent là où ils se sentent appelés en fonction de ses capacités. Parce que mon dernier mot, c'est que je ne veux pas non plus prétendre que si on s'engage, c'est qu'on est tous capables de faire une marche. Non. Je pense que dans l'engagement, on peut regarder l'histoire de la lutte contre l'apartheid, on peut regarder l'histoire des luttes antirraciales. Chacun s'engage à ce niveau. Il y en a qui sont bons pour prendre la tête. Il y en a qui sont bons juste pour contribuer. Il y en a qui sont bons pour faire de la communication. Il y en a qui sont bons pour faire circuler le message. Mais je crois que chacun peut s'engager dans la mesure de ses capacités et dans la mesure des risques qu'il est capable de prendre, mais au moins l'inaction n'est plus une option. Merci. C'est fait intentionnel de prendre un petit moment de pause parce que je pense que cette intervention de Laurent à sa place et elle nécessite bien sûr beaucoup de réflexion personnelle, cette problématisation de soi, c'est dire qu'est-ce que je fais pendant que les autres, eux, prennent des risques importants pour ce pays. Qu'est-ce que nous faisons? On se dédouane en étant juste de bons débatteurs ou bien, comme Dirk le disait, on se compte parmi le nous qui fait passer le changement que nous voulons. Je pense que c'est très important de garder cette perspective et aussi ce que Laurent disait à la fin, l'inaction est inacceptable. Je pense que je voudrais aussi écouter notre ami Moïse brièvement qui nous joint maintenant, malheureusement avec beaucoup de difficultés de connexion. Moïse, je ne sais pas si vous pouvez nous entendre. Oui, oui, merci beaucoup, je m'excuse. Merci beaucoup, Moïse. Vous me captez? Oui, on vous capte bien. Merci, Moïse. Ok, merci beaucoup. Je vous salue cordialement, chers amis. Vous voyez, on a discuté déjà en aparté. Un débat comme celui-ci, et c'est un problème de désintéressement, et c'est un problème de résignation, et c'est un problème d'apathie, accepter, mais ne pas faire quelque chose. Mon oncle Laurent vient de clôturer son speech par ça. Sommes-nous pertinents dans ce que nous faisons? Vous, les jeunes, parce que nous sommes d'autres générations, nous sommes passés par là, et tout ça. Donc, si aujourd'hui, on ne sait pas faire une analyse forte par rapport à l'engagement des jeunes sur les 30 dernières années, même aller au-delà, 40, parce que nous, on est déjà au-delà peut-être les 50 ans. Et nous avons vécu Mobutu, nous avons vécu Kabila père, nous avons soutenu Kabila père, nous avons soutenu jeunes, parce que beaucoup d'entre nous ont été des Kadogo. C'était déjà un engagement patriotique pour chasser une dictature. Cette période-là n'est pas très documentée pour voir et mettre how can I say it, cette signature-là sur cette jeunesse-là de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui est partie même au niveau du service national, ainsi de suite. Ça, c'était des engagements politiques, citoyens et patriotes. Personne n'a documenté ça. Après, nous avons eu 98,
avec les RCD Goma, et ainsi de suite. Pour nous qui étions ici à l'Est, je me rappelle à l'époque, nous étions des porte-parole des étudiants, un peu difficile, les syndicats étudiants, avec tout l'appui au niveau de la société civile, composant jeunes et les COGESKI. C'était vraiment un combat. Est-ce que ça a été documenté? Quels ont été les résultats? Quel passage, la main, avons-nous passé à la jeune génération que vous êtes parmi les participants ici, je vois, ceux qui ont suivi peut-être notre cheminement d'engagement politique. Ça, c'est 98, 2000, et puis nous avions été dans les engagements au niveau du dialogue international, du dialogue intercongolais. On a chuté en 2003 à Kinshasa, on s'est retrouvés nous tous, 1+4, tout ça, tout ça. Donc, pour revenir à l'histoire, oui, les jeunes sont engagés. Mais est-ce suffisant? Et si ce n'est pas suffisant, que devons-nous faire? Quelles bonnes recommandations pour le faire? L'engagement est-il politique, apolitique, citoyen, militaire? On ne sait pas parce qu'on a des milliers de jeunes aujourd'hui engagés dans une histoire définie comme le wazalendoïsme. Je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser. Et que font-ils ces jeunes gens-là? Pourquoi se battent-ils? Pour qui se battent-ils? Et quel est le end point de leur engagement patriotique? Ils s'appellent des patriotes wazalendo. Tout ça devait être mis dans cette discussion un peu experte. Je vois, nous sommes que 15 participants. J'ai mis sur mes plateformes sociales cette invitation. Vous autres qui êtes là-bas, par exemple, mon oncle Laurent, il a plus de 30 000 personnes qui le suivent. Et pourquoi on ne nous a pas suivis sur cette thématique? Donc, vous comprenez que c'est un problème qui fait problème. C'est un problème qui fait problème, c'est un problème qui n'intéresse pas. Pourquoi il n'intéresse pas? Il n'intéresse pas parce qu'il veut porter à solution. Un problème qui veut porter à solution n'intéresse pas les gens. Certains jeunes sont engagés dans la violence et nous ne soutenons pas. Ces jeunes-là pensent que cet engagement politique pour changer, réformer la classe politique, la classe citoyenne, il faut un peu de violence. Mais est-ce que la violence porte ses fruits? Les femmes violées, les écoles brûlées, les hôpitaux caillassés, les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes arrêtés, emprisonnés, forcés à l'exil, ainsi de suite. La violence ne paie pas. Quels sont les risques de cet engagement-là citoyen politique pour les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas eu peut-être les mêmes chances que nous avions il y a 30 ans, 20 ans, avoir un job, savoir survivre, écrire un livre? Laurent a écrit un livre, peut-être parce qu'il n'avait pas faim. Il pouvait manger, il pouvait se marier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes contextes. What is the situation pour les jeunes actuels au niveau du Congo pour permettre cette réflexion qui va au-delà de cette perspective dans laquelle nous sommes et nous engageons pour permettre, par exemple, en 2028, est-ce que nous continuons dans cette même lancée? Est-ce une lancée proactive ou alors on fait une passation comme on l'a fait entre 2015 et 2018? Nous étions tous sur les front lines en train de voir comment changer
la situation démocratique au Congo. 7 ans après, une analyse SWOT est vraiment nécessaire pour le faire. Et c'est, pour conclure, c'est ça nous les aînés et les doyens, c'est ça notre maintenant engagement. À continuer à soutenir les initiatives qui sont passées par là. Faites-nous passer les messages, on les fera. Pour soutenir ces initiatives-là, sans les exposer, parce que les Congo, que ce soit à l'ouest ou à l'est, aujourd'hui, le contexte ne permet pas cette expression démocratique, civique, citoyenne ou un engagement politique de la jeunesse. Nous sommes ouverts pour un accompagnement, nous sommes ouverts pour un technical advice, nous sommes aussi ouverts pour, s'il faut ouvrir des portes, on va les ouvrir et accompagner cette jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher aîné Moïse, pour cette allocution. Je pense qu'il y a aussi de la richesse, de la sagesse dans votre intervention, notamment ce parcours historique que vous avez soulevé et ce besoin de documentation qui nous permet à nous tous de pouvoir au moins retracer avec de repères clairs de ce que nous parlons quand on parle de l'engagement politique de la jeunesse congolaise. Je pense dire qu'aussi a fait mention de cela, que même depuis les années 60, on a vu les jeunes jouer des rôles différents dans la gouvernance du pays. Et pour ceux-là qui sont intéressés, je pense que Laurent a déjà commencé le débat plutôt de manière assez concrète. Nous devons atterrir. Au lieu de seulement débattre pour débattre, nous devons cette fois-là sortir de cette salle virtuelle pour nous dire, comme Dirk le disait tantôt, qu'est-ce que moi je vais faire? Ce ne sera pas toujours Christian qui va rassembler, qui va demander à ce que nous puissions parler. Merci de réagir. Quand vous avez du temps et de mégas, c'est vraiment une très bonne chose. Mais que chacun revienne aussi à cette question, à ce questionnement, c'est dire, OK, qu'est-ce que moi j'ai tiré de feu dans mon ventre dans cet appel? Qu'est-ce qui est resté pour que prochainement, quand on fera ces genres d'échanges, j'ai aussi apporté un petit rien. Et je pense que la démarche de Laurent, c'est de faire le mapping des initiatives existantes, que ce soit au pays ou en dehors du pays. Peut-être une très bonne première démarche. Je pense aussi la démarche proposée par notre aîné Moïse, c'est de faire la cartographie ou bien, si vous voulez, la documentation de toutes les initiatives que nous connaissons dans l'histoire. Quels ont été leurs apports, leurs impacts, les risques qu'ils ont encourus. Peut-être aussi un matériel pédagogique assez important pour un engagement politique citoyen qui soit aussi informé, mais aussi efficace. Et je pense qu'au-delà de tout, si chacun de nous s'est dit, le Congo que nous voulons changer, comme Laurent le disait aussi, nous ne sommes pas tous appelés à être politiciens, nous ne sommes pas tous appelés à être dans la scène publique, mais chacun à son niveau peut jouer un rôle. Je pense que cette réflexion peut nous aider tous à revenir peut-être dans cette soirée, dans le week-end, à apporter des idées. Je nous recommande de continuer à partager avec tout le monde parce que même si on est 10 ou 14, c'est déjà un départ. Et bien que les autres ne soient pas là, ne nous décourageons pas. Continuons à faire de notre mieux et que chacun, avec sa sphère d'influence, puisse appeler des gens à réfléchir sur cette question parce qu'on peut regarder un match une soirée, mais on peut perdre, bien sûr, toute une nation avec de la distraction aussi. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je sais qu'on a dépassé largement de notre temps pour la soirée d'aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment enrichissant. Merci beaucoup à Mariette Moucha qui a respecté non seulement le temps, mais qui a accepté d'aller au-delà de son temps. Je sais qu'il s'est fait tard chez vous. Merci d'avoir intervenu assez brillamment. Merci à Dr Dirk qui a pris l'appel en cours des routes. Vous voyez un peu l'engagement et l'enthousiasme qu'on apporte. Je pense que chacun de nous devait s'inspirer de cela. Bien qu'on soit pris, bien qu'on ait beaucoup d'autres occupations, se donner du temps pour son pays, c'est le mieux qu'on puisse faire. C'est la seule justice qu'on peut rendre aux générations futures. Merci, Dr Dirk. Merci aussi à l'aîné Laurent qui est intervenu. Je sais qu'il ne voulait pas parler, mais j'aime toujours quand il parle parce qu'il apporte toujours des lumières et des réflexions qui nous aident à mieux avancer. Merci à tout le monde qui a contribué dans les chats
Merci à Lydie, merci à Moïse, merci à Crispa, merci à Patrick, merci à Gabriel, merci à Thierry, merci à tout le monde, merci à Pacob. Merci, 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 je ne cesserai jamais de le dire. Nous rentrerons encore dans notre groupe WhatsApp. Pour ceux-là qui veulent aussi intégrer le groupe, je vais laisser mon numéro ici pour que nous puissions rester soudés parce qu'on ne devait pas se sentir isolé. On devrait rester soudés. Donc, je vais laisser mon numéro et nous allons continuer à échanger dans le groupe WhatsApp et pourquoi pas continuer à articuler ces actions concrètes. Mariette, je retiens le mot parce que tu as voulu que nous puissions atterrir sur quelque chose de concret, des actions concrètes que nous pouvons mener. Ne nous sentons pas isolés. Il est encore possible de faire quelque chose et nous sommes le changement que le Congo désire maintenant. Merci et bonne soirée. Que Dieu nous protège. Merci, Christian. Bye. Bye bye. Merci. Merci. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée.